L'héritier aux origines troubles, qui est vraiment Frank Biya? Imaginez un homme qui a vécu dans l'ombre pendant plus de 40 ans. Traqué. Silencieux. Portant un secret si lourd qu'il aurait pu faire trembler les fondations du palais d'Etoudi. Un homme qui, selon certaines sources, aurait connu la gloire dans les forêts du Sud Cameroun avant de disparaître dans l'anonymat le plus total. Et qui serait mort, discrètement, dans une ville camerounaise, sans que personne ne s'en émeuve publiquement. Pourquoi? Parce que cet homme aurait été, selon plusieurs sources concordantes, le père biologique de Frank Biya, l'héritier présomptif de la République du Cameroun. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes n'est pas un roman. Ce n'est pas de la fiction politique. C'est une analyse rigoureuse, basée sur des informations publiées par la presse, des déclarations publiques et des témoignages rapportés par le journal Le TGV de l'Info. Et si vous pensez connaître l'histoire de la famille Biya, préparez-vous à reconsidérer tout ce que vous croyez savoir. Restez avec nous. La vérité, au Cameroun, se raconte toujours à voix basse. Ce soir, on parle fort. Partie 1, contexte et fait, qui est Frank Biya, et pourquoi ça dérange? Pour comprendre l'ampleur de cette révélation, il faut d'abord poser le décor. Et ce décor, il est à la fois fascinant et profondément camerounais. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. 40 ans et plus à la tête de l'un des pays les plus riches en ressources naturelles d'Afrique centrale. Pendant toutes ces décennies, la question de la succession a toujours été dans l'air, jamais tranchée, toujours suspendue, comme une épée de Damoclès au-dessus de la politique nationale. Et dans ce contexte, un nom revient de plus en plus souvent, Frank Biya. Frank Biya est présenté publiquement comme le fils de Paul Biya. Né en 1968, il est issu officiellement de l'union entre Paul Biya et Jeanne-Irène Biya, la première épouse du chef de l'État. Voilà pour la version officielle. Voilà pour ce que les manuels d'histoire et les biographies autorisées vous diront. Mais dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé, dans les marchés de Douala, dans les maquis de Bafoussam et les grains de Maroua, une autre version circule depuis des années. Une version chuchotée, fragmentée, mais de plus en plus audible. Première fracture dans le récit officiel, la question de la mère. Selon plusieurs sources journalistiques et analyses publiées dans la presse camerounaise et de la diaspora, la mère de Frank Biya ne serait pas Jeanne-Irène Biya. Elle serait en réalité Gisèle Pauline Zangna Cham, présentée comme la nièce de Jeanne-Irène. Une information qui, si elle est exacte, recompose entièrement l'arbre généalogique officiel de la famille présidentielle. Mais attendez. Parce que ce n'est pas tout. Si la question de la mère est déjà explosive en elle-même, la question du père, elle, est devenue au fil des mois une véritable bombe à retardement dans le débat public camerounais. Parce que depuis plusieurs années, un homme ose dire publiquement ce que beaucoup murmurent en privé, Paul Biya ne serait pas le père biologique de Frank Biya. Cet homme s'appelle Georges Gilbert Baongla. Et il n'a pas peur. Pour bien comprendre qui est Georges Gilbert Baongla, il faut savoir qu'il n'est pas un inconnu dans le paysage médiatique et politique camerounais. C'est un personnage qui a fait de la dénonciation des abus du système son fonds de commerce politique et médiatique. Avec une audace qui force l'admiration ou l'inquiétude selon le camp où on se place, il a choisi de ne pas se taire. Et ses affirmations? Elles sont directes, frontales et publiques, Frank Biya n'est pas le fils de Paul Biya. Une affirmation aussi grave dans un pays comme le Cameroun ne pouvait pas rester sans conséquences. Et effectivement, elle n'en est pas restée sans. Baongla a été convoqué à la gendarmerie. Probablement pour lui signifier, avec toute la courtoisie que les forces de l'ordre savent parfois déployer dans ces circonstances, que certaines vérités se disent avec prudence. Voire pas du tout. Mais voilà ce qui est remarquable, face aux autorités, cet homme n'a pas reculé. Il a lancé un défi. Public. Documenté. Historique dans sa forme. Il a demandé aux autorités camerounaises de procéder à un test ADN entre Paul Biya, Frank Biya et lui-même. Lui-même. Pourquoi lui-même? C'est là que la situation devient encore plus intrigante. Parce que cette demande laisse entendre que Baongla n'est pas simplement un observateur extérieur qui commente la vie des puissants. Il semble avoir ou prétendre avoir un lien personnel avec cette histoire. Un accès à des informations que d'autres n'ont pas. Le test ADN n'a jamais eu lieu. Officiellement, du moins. Et dans ce silence institutionnel, les questions continuent de s'accumuler. Partie 2, le conflit, quand l'histoire d'une famille devient affaire d'État. Ce qui rend cette affaire particulièrement explosive, c'est qu'elle ne concerne pas n'importe quelle famille.
On parle de la famille du président en exercice d'un État africain de 28 millions d'habitants. On parle d'un homme, Paul Biya, dont le nom est synonyme de pouvoir absolu depuis plus de 40 ans. On parle d'un système politique où la succession n'a jamais été codifiée clairement, où l'héritier présumé n'a jamais été officiellement désigné, et où la moindre rumeur sur la légitimité de cet héritier peut avoir des répercussions géopolitiques majeures. Franck Biya n'est pas seulement un fils de président. Il est, dans l'imaginaire d'une certaine élite camerounaise, le dauphin. Celui vers qui les regards se tournent lorsqu'on imagine l'après-Biya. Celui dont certains hommes d'affaires courtisent les faveurs. Celui dont certains réseaux locaux et internationaux ont peut-être déjà commencé à anticiper l'ascension. Mais voilà, si les origines biologiques de Franck Biya sont contestées, si son identité réelle est différente de celle que les archives officielles indiquent, alors tout l'édifice de sa légitimité potentielle vacille. Et c'est là que le conflit dépasse la simple polémique familiale. Parce que dans la politique africaine, et camerounaise en particulier, la légitimité se construit sur des récits. Sur des filiations. Sur des appartenances régionales, ethniques et symboliques. Un président, dans cet espace politique, ne gouverne pas seulement avec des décrets. Il gouverne avec une histoire. Avec une identité. Avec des racines. Or, si les racines de Franck Biya ne sont pas celles qu'on croit, si son père biologique est originaire de Batié, dans la région de l'Ouest, une région avec sa propre dynamique politique, ses propres élites, ses propres ambitions, alors la configuration change du tout au tout. Imaginez un instant. L'Ouest du Cameroun est l'une des régions les plus dynamiques, les plus peuplées et les plus influentes sur le plan économique du pays. Une région dont les ressortissants ont souvent été perçus, dans les équilibres politiques du régime, comme des partenaires mais aussi comme des rivaux potentiels. Une région que le pouvoir de Yaoundé a toujours voulu tenir à distance des leviers réels de l'État. Et voilà qu'on apprendrait que l'héritier présumé du trône serait, biologiquement, originaire de cette même région. La charge symbolique de cette révélation est immense. Elle dépasse largement le cadre d'un simple scandale de tabloïd. Mais ce n'est pas tout. Parce que derrière le conflit sur les origines de Franck Biya, il y a aussi un conflit plus profond, celui entre la vérité biologique et la vérité légale. Et c'est là que les choses deviennent philosophiquement et juridiquement fascinantes. En droit camerounais, comme dans la plupart des systèmes juridiques d'inspiration française, la filiation légale prévaut sur la filiation biologique lorsqu'une reconnaissance formelle a été faite. Paul Biya a reconnu Franck Biya comme son fils. Légalement, cette reconnaissance a une valeur juridique indiscutable. Elle est inscrite dans les registres d'état civil. Elle est opposable à tous. Ce que les analyses journalistiques affirment est donc clair sur ce point, Paul Biya est légalement le père de Franck Biya. Point. Mais le droit, dans la politique réelle, ne suffit jamais à clore un débat. Surtout quand ce débat touche à la succession d'un homme d'État aussi singulier que Paul Biya. Et c'est là que le vrai conflit réside, non pas dans les tribunaux, mais dans les esprits. Dans l'opinion publique. Dans les marchés. Dans les universités. Dans la diaspora. Un héritier présomptif dont les origines sont contestées, dont le père biologique serait un homme d'affaires anonyme de l'Ouest décédé dans la discrétion, dont la mère serait différente de celle que les portraits officiels affichent, cet héritier-là peut-il un jour gouverner avec l'autorité morale nécessaire? La réponse, pour beaucoup d'observateurs, est non. Partie 3, Révélation et décryptage, l'homme de Batié et ses 40 ans de silence. Entrons maintenant dans le cœur du sujet. Dans ce que le TGV de l'info a révélé et que peu de médias ont osé analyser en profondeur. Selon une source citée par ce journal, le père biologique de Franck Biya serait un homme au contour particulièrement intrigant. Premier élément, il serait originaire de Batié, une localité de la région de l'ouest du Cameroun. Batié n'est pas une ville anodine. C'est une ville avec une identité forte, une histoire riche, et une position géographique et symbolique particulière dans la région Bamileke. Deuxième élément, avant de disparaître dans l'ombre, cet homme aurait été un homme d'affaires prospère. Selon la source, il aurait fait fortune dans le sud, notamment à Ebolowa et à Sangmelima, dans les années 1970. Les années 70, rappelons-le, sont une période charnière dans l'histoire économique du Cameroun. C'est la grande époque du boom pétrolier, des chantiers de développement, des exportations de bois et de cacao. Des fortunes se sont constituées rapidement dans ces années-là, notamment dans le secteur forestier et dans le commerce informel. Un homme d'affaires de l'Ouest, faisant ses affaires dans le Sud, dans les années 70. Cela dessine un profil précis dans le Cameroun de l'époque.
Un profil de commerçant ambitieux, mobile, connecté à plusieurs réseaux régionaux. Mais voilà que sa trajectoire aurait connu un tournant dramatique. Selon la même source, cet homme aurait vécu en cavale pendant plus de 40 ans, traqué par les services spéciaux camerounais. 40 ans. C'est toute une vie. C'est une existence construite dans la peur, dans le déplacement permanent, dans l'impossibilité de vivre normalement. Pourquoi était-il traqué? La source ne le précise pas explicitement. Mais plusieurs hypothèses s'imposent naturellement à l'analyse. Première hypothèse, il savait quelque chose. Dans les régimes autoritaires, ceux qui détiennent des secrets sensibles sur le pouvoir sont souvent réduits au silence ou contraints à l'invisibilité. Si cet homme était effectivement le père biologique de Franck Biya, et si cette information était considérée comme explosive par les cercles du pouvoir, alors il y avait toutes les raisons du monde de le maintenir dans l'ombre. Deuxième hypothèse, il représentait une menace. Une menace pour la construction narrative du régime. Une menace pour la légitimité de l'héritier présumé. Un homme qui peut se lever un jour et dire « Je suis le père de Franck Biya » est un homme qui peut, en théorie, revendiquer une place dans l'histoire du Cameroun. Une telle revendication ne se laisse pas sans surveillance. Troisième hypothèse, plus prosaïque mais non moins plausible, dans les années 70 et 80 au Cameroun, beaucoup d'hommes d'affaires ont eu des ennuis avec les autorités pour des raisons économiques ou politiques liées à leurs activités commerciales. Peut-être que ces démêlés avec les services n'avaient aucun lien avec Franck Biya, et que le lien de paternité n'était qu'un élément parmi d'autres dans une vie compliquée. Mais ce qui frappe dans ce récit, c'est le mot « cavale ». Ce mot ne décrit pas un homme qui vit tranquillement dans l'anonymat. Il décrit un homme en fuite. Sous pression. Sous surveillance. Un homme dont l'existence entière était organisée autour de l'évitement. Et puis, après 40 ans de cette existence-là, il serait mort. À Douala. La capitale économique. La ville aux 1000 visages. La ville où les secrets arrivent et meurent parfois dans la même semaine. Avant d'être rapatrié et enterré à Batié, son village d'origine. Un enterrement discret, selon toute vraisemblance. Sans tambour ni trompette. Sans nécrologie dans les grands journaux. Sans hommage officiel. Le genre de mort qui ne laisse pas de traces dans les archives publiques, mais qui reste gravé dans les mémoires familiales. Et justement, la source mentionne un détail capital, certains de ses frères seraient encore en vie. Des hommes qui connaissent l'histoire. Des hommes qui pourraient témoigner. Mais qui, selon la source, sont traumatisés et n'en parlent que de manière évasive, ou pas du tout. Ce détail est crucial. Parce qu'il indique que cette histoire n'est pas entièrement perdue. Elle est quelque part dans des mémoires familiales, dans des témoignages fragmentés, dans des conversations de veillées funèbres qu'on ne répète pas aux étrangers. La vérité existe. Elle vit, mais elle se tait. Ce silence familial n'est pas anodin. Dans la culture camerounaise, et particulièrement dans les cultures de l'Ouest, il existe une puissante tradition de discrétion autour des secrets familiaux qui touchent aux puissants. Quand votre parenté a été mêlée, de près ou de loin, à l'histoire d'un homme de pouvoir, le silence devient une stratégie de survie. Parler, c'est risquer. Se taire, c'est se protéger. Les frères de cet homme de Batié ont probablement vécu des décennies à naviguer entre deux impératifs contradictoires, l'envie naturelle de reconnaître leur lien avec une histoire nationale majeure, et la prudence dictée par la peur des représailles. Et quand on dit représailles, dans le contexte camerounais, on ne parle pas nécessairement de violence physique, même si cette possibilité n'est jamais totalement écartée. On parle de pression administrative, de problèmes fiscaux, de blocage professionnel, d'exclusion des réseaux d'influence. Le pouvoir a 1000 façons de faire savoir à une famille qu'elle a tout intérêt à rester tranquille. Ces familles le savent. Et elles se taisent. Partie 4, analyse satirique approfondie, le Cameroun et ses héritiers fantômes. Permettez-nous maintenant de prendre un peu de recul. De regarder cette situation avec les yeux du citoyen ordinaire. Avec cet humour amer et cette lucidité mordante qui caractérise la façon dont les Camerounais parlent du pouvoir entre eux, dans les taxis, dans les marchés, autour d'un verre de Bilbil ou d'une bouteille de Guinness bien froide. Parce que franchement, et il faut le dire, toute cette affaire ressemble à un roman qu'aucun scénariste sérieux n'aurait osé écrire. Un président qui règne depuis plus de 40 ans. Un fils officiel, dont les origines biologiques seraient contestées par au moins 2 versions différentes. Une mère officielle remplacée dans les faits par une nièce. Un père biologique présumé qui aurait vécu 40 ans en cavale dans son propre pays.
des frères qui savent mais qui parlent à voix basse. Un opposant qui défie le pouvoir d'un test ADN. Et tout ça dans un pays qui, pendant ce temps, exporte du pétrole, du cacao, du bois, et où une large partie de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Vous ne pouvez pas inventer ça. C'est du Cameroun pur, concentré, distillé. Mais au-delà de l'aspect romanesque, il y a une question politique fondamentale que cette affaire soulève. Le Cameroun est-il en train de glisser vers une monarchie dynastique? Parce que c'est de ça dont il s'agit, au fond. Quand on parle de Franck Biya comme d'un « héritier présomptif », on utilise un vocabulaire qui n'appartient pas à la démocratie républicaine. On parle comme on parlerait d'un prince. D'un dauphin de roi. D'un successeur désigné par le sang plutôt que par le suffrage. Or, le Cameroun est officiellement une république. Avec une constitution. Des élections. Des institutions. Il y a même, formellement, un multipartisme et une presse libre. Mais dans les faits, la logique dynastique a depuis longtemps contaminé le discours politique national. Des hommes d'affaires proches du régime parlent de « Franck » avec la déférence qu'on réserve aux héritiers couronnés. Des ministres qui veulent durer organisent leur allégeance en tenant compte de la trajectoire supposée du fils du président. Des investisseurs étrangers, notamment certains opérateurs économiques chinois et français actifs au Cameroun, auraient même, selon certaines analyses, commencé à cultiver des relations avec l'entourage de Franck Biya. Tout cela pourquoi? Pour un homme dont on n'est même pas certain qu'il soit biologiquement le fils de celui dont il porte le nom. C'est là où le satirique rencontre le tragique. Parlons maintenant d'une dimension que les sources journalistiques n'hésitent pas à soulever, la question du pillage des ressources naturelles. Parce que la polémique sur les origines de Franck Biya ne se déroule pas dans un vide. Elle se déroule dans un contexte où les accusations concernant sa gestion de certains secteurs économiques, notamment les ressources naturelles, sont récurrentes et documentées dans plusieurs rapports et articles de presse. Le bois. L'or. Les forêts camerounaises. Le Cameroun possède l'une des forêts tropicales les plus riches du continent africain. Le bassin du Congo, dont une grande partie traverse le territoire camerounais, est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. C'est une richesse nationale inestimable pour l'environnement global, pour les communautés locales, pour la biodiversité. Et pourtant, cette forêt est exploitée à un rythme que de nombreuses ONG et organisations internationales qualifient de prédateurs. Des concessions forestières sont accordées dans des conditions opaques. Des entreprises locales et étrangères opèrent parfois sans contrôle réel des autorités compétentes. Des communautés rurales voient leurs forêts ancestrales disparaître sans contrepartie équitable. Dans ce tableau, le nom de Franck Biya est régulièrement associé, dans des analyses journalistiques et des rapports d'investigation, à des intérêts dans le secteur forestier et minier. Des associations qui, si elles s'avéraient exactes à l'issue d'enquêtes indépendantes rigoureuses, constitueraient un lourd passif moral pour quelqu'un qui ambitionnerait un jour de diriger ce pays. Et c'est exactement ce que pointent les analyses, peu importe si Franck Biya est de Batié, de Banganté, de Bamna ou du palais présidentiel lui-même, ces questions économiques sont celles qui comptent vraiment pour le peuple camerounais. Pas l'ADN. Pas l'arbre généalogique. Mais la question simple et directe, qu'as-tu fait des ressources de ce pays? Il y a une phrase dans la culture politique africaine qui dit, en substance, que les rois ne se choisissent pas, ils s'imposent par la légitimité ou par la force. Au Cameroun, on pourrait paraphraser en disant que les présidents ne se désignent pas depuis un palais. Ils émergent d'un peuple qui, même quand on tente de le museler, trouve toujours le moyen de s'exprimer. Et ce peuple-là, ce peuple camerounais extraordinairement résilient, incroyablement lucide malgré les décennies de désinformation institutionnelle, a déjà son opinion sur Franck Biya. Cette opinion ne se lit pas dans les sondages officiels. Elle se lit dans les conversations WhatsApp, dans les commentaires sous les vidéos YouTube, dans les blagues qui circulent dans les grains à Maroua, dans les maquis de Bafoussam, dans les amphithéâtres de l'université de Yaoundé. Et cette opinion, dans sa large majorité, dit non. Non à la succession dynastique. Non à l'héritier imposé. Non à la monarchie républicaine. Ce nom-là est plus puissant qu'aucun test ADN. Plus définitif qu'aucune décision de gendarmerie. Plus durable que n'importe quelle reconnaissance légale. Prenons un instant pour parler de la mécanique du secret au Cameroun. Parce que cette affaire nous révèle quelque chose de profond sur la façon dont le pouvoir fonctionne dans ce pays depuis des décennies. Les régimes autoritaires ont une relation particulière avec la vérité.
Il ne cherche pas à la détruire entièrement, car une vérité entièrement détruite est une vérité qui finit toujours par ressurgir avec une violence accrue. Non. Il cherche à la fragmenter. À en contrôler l'accès. À la répartir en petits morceaux épars, confiés à des individus isolés qui n'ont ni les moyens ni le courage de reconstituer le puzzle. L'homme de Battier, ses frères qui parlent à voix basse, les archives familiales poussiéreuses, les anciens collègues des Bolowa qui ont vieilli et préfèrent ne pas remuer le passé, tout ça, c'est exactement ce mécanisme à l'œuvre. La vérité sur les origines de Franck Biya, si elle existe telle que les sources la décrivent, est une vérité fragmentée. Distribuée en petits morceaux entre des détenteurs involontaires. Des gens qui ne voulaient pas être les gardiens de ce secret, mais qui le sont devenus par la force des circonstances. Et comme dans tous les secrets bien gardés, la fragmentation elle-même devient une forme de protection pour le régime. Parce que tant que les morceaux ne sont pas réunis, tant que les témoignages ne sont pas croisés, tant que les preuves formelles ne sont pas constituées, le secret reste à l'état de rumeur. Et la rumeur, en politique, peut toujours être démentie. Mais voilà ce que les réseaux sociaux ont changé dans cette équation. Autrefois, une information de ce type aurait circulé pendant des années dans les chaumières avant d'atteindre une masse critique suffisante pour devenir un problème politique réel. Aujourd'hui, une publication sur Facebook ou WhatsApp peut traverser tout le Cameroun en quelques heures. Une vidéo YouTube peut être visionnée par des milliers de personnes à Douala, Yaoundé, Bafoussam et dans la diaspora de Paris, Bruxelles ou Montréal en moins de 24 heures. Le régime n'a pas encore pleinement intégré cette nouvelle réalité. Il continue de gérer l'information avec les outils du XXe siècle, la convocation à la gendarmerie, la pression sur les rédactions, l'autocensure encouragée, dans un monde qui a basculé dans une logique de diffusion horizontale et instantanée. Conclusion, le vrai verdict n'appartient pas au laboratoire d'ADN. Alors, où en sommes-nous après ce long voyage au cœur de l'une des affaires les plus complexes et les plus symboliques de la politique camerounaise contemporaine? Voici ce que nous savons avec certitude. Premièrement, Paul Biya est légalement le père de Franck Biya. Cette réalité juridique est incontestable et doit être respectée comme telle. La loi est la loi, et elle a été appliquée. Deuxièmement, des questions sur les origines biologiques de Franck Biya circulent depuis des années dans l'espace public camerounais, portées notamment par Georges Gilbert Baongla, dont les affirmations publiques n'ont pas été réfutées par les voies légales et scientifiques qu'il a lui-même demandées. Troisièmement, selon des sources citées par le TGV de l'Info, le père biologique présumé de Franck Biya aurait été un homme d'affaires originaire de Battier, ayant exercé dans le sud du Cameroun dans les années 70, avant de vivre des décennies dans la clandestinité et de mourir discrètement à Douala pour être enterré dans son village d'origine. Des membres de sa famille, potentiellement porteurs de témoignages, seraient encore en vie mais préféreraient le silence. Quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus important de toute cette analyse, quelles que soient les origines biologiques de Franck Biya, sa trajectoire politique se heurte à des obstacles bien plus concrets que l'ADN. Les accusations répétées concernant son implication supposée dans l'exploitation opaque des ressources naturelles du Cameroun, le bois, l'or, les forêts, constituent une hypothèque morale et politique considérable sur toute ambition présidentielle éventuelle. Un peuple qui a faim ne demande pas d'abord l'arbre généalogique de celui qui prétend le diriger. Il demande des comptes. Il demande de la justice. Il demande que les richesses de sa terre profitent à ses enfants plutôt qu'à un cercle d'initiés. Et sur ce terrain-là, les questions posées à Franck Biya ne sont pas biologiques. Elles sont politiques, économiques, morales. Enfin, il y a une leçon plus large que cette affaire nous enseigne sur la nature même du pouvoir en Afrique. Le pouvoir qui se transmet de père en fils, même quand ce père a gouverné avec une certaine stabilité, porte en lui les germes de sa propre destruction. Parce qu'un peuple qui n'a pas choisi son dirigeant est un peuple qui garde, au fond de lui, le sentiment d'avoir été contourné. Et ce sentiment-là, tôt ou tard, finit par s'exprimer. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Ces textes constitutionnels, quelles que soient leurs imperfections, affirment le principe de la souveraineté populaire. Le peuple vote. Le peuple choisit. Ou du moins, le peuple est censé choisir. Et c'est cette tension-là, entre la logique dynastique que certains voudraient imposer et le principe républicain que les citoyens n'ont pas renoncé à revendiquer, qui est au cœur de cette affaire. Bien plus que les secrets de famille. Bien plus que les noms des villages de l'Ouest. Alors voici la question que nous vous posons ce soir, à vous qui regardez cette vidéo depuis Douala ou Yaoundé, depuis Paris ou Montréal, depuis Bafoussam ou Garoua. Au Cameroun, en 2025,
Est-ce encore le peuple qui choisit son président ou est-ce que le choix a déjà été fait, quelque part, dans un bureau que personne n'a élu? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de savoir. Et si vous pensez que l'information libre est un droit, pas un privilège, alors soutenez ce travail en vous abonnant. Parce que tant qu'il y aura des gens pour poser les questions que d'autres préfèrent étouffer, le Cameroun aura encore une chance. Bonsoir.